Bonjour, bon matin. Bienvenue à Nutrition 101, comment manger sainement. Donc, je m'appelle Tina Michaud, je suis spécialiste promotion de la santé avec le groupe de soutien des forces canadiennes Ottawa-Gatineau. Donc, je suis heureuse que vous vous joigniez à moi ce matin. Donc, avant de commencer, juste quelques points. La présentation que vous allez voir est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Toute reproduction ou retransmission des diapositives contenues dans cette présentation est strictement interdite. Certains des sujets abordés dans ce séminaire en ligne peuvent être de nature sensible et ne sont pas appropriés pour les enfants. Nous demandons la discrétion des parents. Veuillez comprendre que les histoires des gens sont les leurs et que tout ce qui est partagé par les participants à ce séminaire en ligne, que ce soit devant la caméra ou dans le chat discussion, ne doit pas être discuté en dehors du séminaire. Et ce séminaire en ligne est enregistré et pourra être visionné ultérieurement sur cafconnection.ca. Bien que la participation active soit encouragée, vous pouvez simplement suivre sans utiliser le chat discussion ou les fonctions vidéo microphone si vous préférez. Donc, les caméras et les microphones seront désactivés pour cette session. Donc, si vous avez des questions pendant le séminaire, s'il vous plaît, utilisez la case chat. Donc, j'ai dit bonjour, on me dit bonjour en retour, fait que c'est super, vous l'avez trouvé. Participez aux questions sondage, donc notez vos réponses demeurent anonymes. Et pour commencer, j'ai juste une question pour des objectifs de statistiques. Donc, je vais juste l'afficher. Donne-moi 2 petits instants. Et voilà, donc vous devez la voir apparaître. Donc, quel est votre lien avec la communauté des FAC? Donc, l'aperçu pour cette session, donc, on va voir les nutriments, donc les apports adéquats et l'équilibre. Ça va être la plus grande section de cette présentation. OK? Donc, par la suite, on va passer aux besoins énergétiques. On va voir combien d'énergie une personne a besoin dans une journée, grosso modo, comment le calculer. Et puis, par la suite, nous allons terminer avec les aliments à consommer en modération. Donc, je vous pose une question. Pourquoi bien s'alimenter? Donc, vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez, ou bien donc, vous pouvez tout simplement y penser. Je vais vous donner un bon petit 30 secondes afin d'y réfléchir. Donc, je vous donne un indice. Il y a plusieurs raisons, c'est pas juste une. Alors, l'énergie et les calories ne sont pas assez suffisants, donc vous avez besoin de toutes sortes de morceaux pour faire en sorte que votre corps fonctionne bien. Donc, c'est pour l'énergie, la performance, la récupération, poids santé, santé immunitaire, prévention des maladies. Donc, c'est sûr qu'on pourrait même rajouter des choses sur cette liste. Donc, on parle de réaction pour la contraction musculaire, l'apport en oxygène, les nutriments dans le corps, élimination des déchets aussi, et puis l'adaptation musculaire. Donc, une panoplie de raisons pourquoi bien s'alimenter. Donc, la base, c'est vraiment l'alimentation au quotidien. Donc, voici une pyramide des différents aspects de l'alimentation. On peut voir que une très petite quantité au-dessus de la pyramide consiste aux suppléments diétiques et sportifs. Puis ça, c'est vraiment très spécifique au sport. Par la suite, au centre, on voit c'est la nutrition sportive. Donc, c'est beaucoup plus pointu encore. Mais on voit que la grande majorité des aliments sont les aliments consommés au quotidien. Donc, c'est vraiment la fondation. Fait que c'est ça le mot-clé, la fondation.
Et c'est donc très important de porter attention à la qualité et la quantité des aliments qu'on mange à tous les jours. Donc, c'est quoi une saine alimentation? Donc, la plupart des Canadiens consomment des aliments et des calories en abondance, mais beaucoup n'obtiennent pas les nutriments nécessaires à une bonne santé. Donc, même si on mange beaucoup, on n'a pas nécessairement qu'est-ce qu'on a de besoin. Donc, en sélectionnant des aliments riches en nutriments, il est possible de consommer des nombreux nutriments avec moins de calories. Donc, si on sélectionne une variété d'aliments, plein de couleurs, on voit l'image à gauche, des fruits, des légumes, des grains entiers, des protéines sources végétales, on va avoir les nutriments qui vont être fournis. Par contre, si on mange du fast-food, trop souvent, on parle de des calories vides, des choses hauts en sucre, du pain blanc. Peut-être que oui, on va avoir l'énergie qu'on a besoin, mais tous les autres nutriments, micronutriments, peut-être qu'on va en manquer. Donc, les principes d'une saine alimentation, on a les ABC ici. Donc, pour A, on a les apports adéquats. Donc, tous les nutriments essentiels sont inclus. On parle de les glucides, les protéines, les lipides, l'eau et les vitamines et minéraux. OK? Donc, pour B, nous avons balance et équilibre. Donc, c'est dans les divers nutriments procurant de l'énergie. Donc, pour les nutriments qui procurent de l'énergie, encore une fois, on parle des macronutriments, glucides, protéines, lipides. Donc, 45 à 65 de notre énergie devrait provenir des glucides, 10 à 35 des protéines et de 20 à 35 de lipides. Pour C, si les calories, donc on recherche à avoir un certain équilibre avec les calories qu'on consomme. Donc, consommer la quantité d'énergie appropriée à votre niveau d'effort physique. OK, donc on parle de poids santé. Ensuite, nous avons la modération. Donc, en général et en particulier pour l'apport en lipides, on ne veut pas être en excès. Les sucres, la caféine, le sel et l'alcool. Et bien sûr, nous avons la variété et la qualité. Donc, savourer divers aliments provenant de chaque groupe alimentaire tous les jours. Et essayer de manger des aliments sains et riches en nutriments avec moins d'aliments transformés. Donc, les nutriments, on va passer au A et B, donc les apports adéquats et la balance équilibre. Donc, on va regarder de plus près les glucides, protéines et lipides. Donc, les nutriments, il y en a 6 catégories, OK? Afin que ce soit un petit peu plus facile à regarder. Le corps humain a besoin de nombreux nutriments chaque jour. Donc, pour simplifier la discussion, c'est pour ça qu'ils sont divisés. On a aussi, macronutriments et micronutriments. Donc, l'eau figure en tête de liste car nous en avons besoin plus que tout autre nutriment. Il ne faut pas oublier que le corps humain est composé d'environ 60% d'eau. Et nous avons tendance à oublier à quel point elle est importante pour le fonctionnement normal du corps. L'eau est souvent appelée le nutriment oublié. OK? Donc, les glucides, les protéines et les graisses sont les nutriments qui peuvent être utilisés comme énergie. Et ce sont les 3 nutriments qui sont nécessaires en grande quantité. Pourquoi que le nom, c'est macro. Et les vitamines et les minéraux sont très nécessaires, mais en plus petite quantité. Et c'est pour ça que c'est micronutriments. Donc, l'eau. Les chercheurs ont observé que les gens qui boivent plus de liquide, si le liquide a un goût qu'ils aiment ou c'est un petit peu de glucides dans la boisson, c'est de préférence. En plus, si le liquide est à portée de main, donc si vous avez un verre d'eau, une bouteille d'eau près de vous, on a tendance à en consommer davantage. Donc, d'après des études menées dans des salles de sport, les gens boivent davantage si le liquide est réfrigéré. La température, c'est vraiment une préférence individuelle. Elle a peu d'effet sur le taux d'absorption. Donc, que préférez-vous? Donc, c'est vraiment selon vous pour le goût, la température.
et l'accessibilité. Donc, si vous avez tendance de rien boire pendant 3-4 heures de temps, peut-être une bonne idée de garder une bouteille à portée de main. Donc, les recommandations pour la consommation d'eau, en général, c'est 2,2 litres par jour pour les femmes et de 3 litres par jour pour les hommes. Les besoins vont augmenter lors de l'exercice, ou bien donc s'il fait chaud à l'extérieur comme aujourd'hui. Et puis, la couleur de votre urine peut vous donner une idée sur votre niveau d'hydratation. Donc, si votre urine est quand même assez claire, il y a une bonne chance que vous êtes bien hydraté. Donc, si vous pouvez voir sur le petit tableau de couleurs, là, ça vous donne une idée. Je suis bien hydratée, on est dans le jaune pâle, un peu plus foncé, pas suffisamment hydraté. Et dans le jaune brun, vous êtes probablement déshydraté. Il est important de boire intelligemment. OK? C'est sûr que des fois, c'est le fun, on boit autre chose que de l'eau. Mais les grosses boissons gazeuses et d'autres boissons sucrées fournissent un certain nombre de calories supplémentaires. Donc, les sirops aromatisés, la crème fouettée, qui sont ajoutés à certains cafés été, ça s'additionne. Donc, optez pour des boissons à base de lait, essayez d'éviter la crème fouettée. Les boissons alcoolisées sont également très caloriques. Et puis, cette image vous démontre comment les calories dans les boissons peuvent s'additionner au cours d'une journée. Donc, on voit un jus d'orange, un mocha, cola, un jus, ensuite un thé glacé et une bière. Donc, juste en boisson, ça monte à 1370 calories. C'est énorme. Avec quelques modifications, on peut voir qu'on peut réduire les calories de 1370 à 370. Donc, c'est une différence de 1000 calories. Donc, on va voir un petit peu plus tard l'apport en calories pour une personne de façon générale. 1000 calories, c'est beaucoup. Vous avez sûrement déjà vu ce tableau de valeur nutritive des aliments. OK? Donc, il y a beaucoup d'informations sur ce petit tableau-là. On va prendre un petit peu plus de temps afin de le réviser. Donc, il apparaît d'abord la taille de la portion, c'est-à-dire la quantité de produits sur laquelle porte l'information présentée dans le tableau. OK? Donc, dans l'exemple, la quantité de l'aliment, c'est une tasse ou 250 millilitres. Donc, c'est probablement un liquide. La quantité d'énergie, donc les calories dans une portion, doit aussi être indiquée. Depuis, il existe une liste de 13 nutriments qui doivent figurer dans le tableau de valeur nutritive. Donc, vous pouvez les voir ici à l'image. D'autres nutriments peuvent être ajoutés à la liste, ce qu'on va voir parfois, mais il y aura toujours au moins les principaux nutriments. OK? Donc, ça, c'est vraiment le minimum que vous voyez. Les autres nutriments qui peuvent être affichés sur le tableau ne sont pas nécessaires. OK? Mais une compagnie peut choisir de les afficher quand même. La quantité de nutriments dans une portion est indiquée pour les lipides, le cholestérol, le sodium, les glucides et les protéines. Et on indique également le pourcentage de la valeur quotidienne. Donc, le pourcentage de la valeur quotidienne permet de déterminer si un aliment renferme peu ou beaucoup d'un nutriment donné. Donc, par exemple, l'apport quotidien en fer est de 14 mg. Donc, le produit de la diapositive, on peut voir qu'il n'y en a pas. Donc, c'est 0. Ensuite, c'est important de prendre note que le pourcentage de la valeur quotidienne, c'est basé sur 2000 calories. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a besoin de 2000 calories par jour. Ça va varier énormément. Mais l'objectif d'avoir le pourcentage à valeur quotidienne, c'est afin de servir comme un guide pour vous aider à faire des choix alimentaires éclairés.
OK? Donc, il vous montre si une portion contient peu ou beaucoup d'éléments nutritifs. Donc, ça ne vise pas à faire le suivi de la quantité totale d'éléments nutritifs que vous allez consommer pour la journée. Il est ainsi parce que certains aliments que vous consommez ne sont pas munis d'un tableau de valeur nutritive. Donc, c'est sûr que les aliments frais, donc les légumes, les fruits, la viande et la volaille crue, les fruits et les fruits de mer crus, il n'y en a pas de tableau de valeur nutritive. OK? Donc, encore une fois, c'est juste un outil afin de vous aider à faire des choix mieux éclairés. Donc, on peut voir en bas de la liste, on voit un petite étoile avec 5 % ou moins, c'est peu, et 15 % ou plus, c'est beaucoup. Donc, ça, c'est pour, encore une fois, vous aider à soit augmenter dans certains nutriments que vous avez peut-être besoin. Donc, par exemple, si on vous a dit de augmenter votre fer par votre médecin, peut-être vous allez rechercher des aliments avec 15 % ou plus de la valeur quotidienne. Ça fonctionne aussi pour les nutriments qu'on recherche à réduire. Par exemple, le sodium. Si notre médecin nous a dit de faire attention à notre taux de sodium, par exemple, si vous faites de l'hypertension, ça va être quelque chose que vous allez regarder et essayer de viser 5 % ou moins. Donc, on voit ici, là, on a un meilleur visuel pour ce petit 5 et 15 %. Donc, encore une fois, 5 % et moins, c'est peu. 15 % ou plus, c'est beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau avec les nouvelles étiquettes alimentaires. Il est encore possible que vous allez en voir quelques-uns qui n'ont pas encore le changement, mais ça devrait être fait par la fin de l'année 2020. Donc, maintenant, nous allons regarder les macronutriments. Donc, encerclés en rouge, on voit il y a les lipides, les glucides et les protéines. Donc, les macronutriments, c'est les choses qui nous donnent de l'énergie, qui contiennent de l'énergie. Et j'ai une question sondage. Je vous ai déjà donné la réponse il y a quelques minutes. Je vais juste afficher la question. Donc, je lui donne un petit 30 secondes à y penser. Donc, c'est quel pourcentage d'énergie qui doit provenir des protéines, des glucides et des lipides? Alors, la réponse, c'est B. Donc, c'est de 45 à 65 % de glucides, 10 à 35 % de protéines et de 20 à 35 % de lipides. Donc, ça, c'est l'apport énergétique qui vient de chaque groupe de macronutriments. Donc, encore, on va y aller en ordre. Donc, les lipides. Donc, les gras figurent premiers nutriments sur le tableau de valeur nutritive. Les lipides comprennent les gras saturés et insaturés. Et sur le tableau, on voit que le total des lipides. Ensuite de ça, on voit les lipides saturés et trans. OK? Si vous voulez savoir le nombre de grammes de gras insaturés, il s'agit de subtraire le gras saturé et trans du total des lipides. Mais puisque c'est les gras saturés qu'on essaie de limiter dans notre alimentation, c'est celui-là qui est affiché. Donc, on va essayer de réduire le montant de gras saturés. Donc, encore une fois, dans ce produit, il y a 0 g de gras. Les huiles végétales liquides, les noix et les graines sont riches en graisses insaturées. OK? Donc, si vous voyez l'étiquette sur des noix, par exemple, vous allez voir, c'est quand même assez élevé en lipides, mais si vous regardez les gras saturés, ça va être quand même assez bas.
ou probablement qu'il n'y en aura pas. Les gras saturés peuvent être reconnus car les molécules sont solides à température ambiante. Donc, si un gras est solide, par exemple comme du beurre ou de la graisse blanche à l'extérieur d'un steak, c'est des gras saturés. OK? Plus souvent que pas, les gras saturés sont de provenance animale. Par contre, il y en a quelques-uns qui sont de provenance végétale. OK? Donc, il y a quelques exceptions, mais si on y pense, sont solides à température ambiante. Donc, encore une fois, quand possible, remplacez les gras saturés avec les gras insaturés. Donc, quand vous regardez le tableau de valeur nutritive, visez des aliments en gras saturés. On voit aussi le cholestérol un petit peu plus bas sur la liste. Donc, il est présent uniquement dans les produits d'origine animale, comme le fromage, les œufs, la viande. Il n'y en a pas de cholestérol dans les produits végétaux, comme les fruits, les produits céréaliers et les légumes. Les aliments qui sont riches en lipides saturés et trans augmentent le taux de cholestérol sanguin. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'un aliment va être haut en cholestérol que ça va avoir un impact sur notre taux sanguin de cholestérol. OK? Ça peut augmenter le risque de maladie de cœur, mais pour certaines personnes, les aliments riches en cholestérol peuvent parfois augmenter le taux de cholestérol sanguin. OK? Mais encore une fois, portez plutôt attention aux gras saturés et trans. Donc, entre 20 et 35 de notre énergie devrait venir des lipides. Les lipides jouent un rôle important. Donc, il ne faut pas penser à des gras, ces gras, c'est mauvais. C'est certains types de gras qu'il faut faire attention. OK? C'est un moyen concentré de stocker de l'énergie. Donc, les graisses nous permettent de stocker de l'énergie sans avoir à en stocker beaucoup. Donc, si au lieu du gras, ça serait des molécules de glycogène qu'on stockerait dans notre corps, ça serait très volumineux et nous devrions être aussi gros que le bonhomme Michelin pour en stocker beaucoup. Donc, d'autre part, même une personne mince peut stocker assez d'énergie dans la graisse pour alimenter un marathon. Donc, c'est 42 km, donc c'est incroyable. Nous avons besoin de graisse dans notre alimentation car elle donne goût aux aliments. OK? Ça goûte bon. Ça l'aide à absorber les vitamines. OK? Donc, il y a certaines vitamines qui peuvent être seulement absorbées dans le corps en présence de gras. OK? Ils sont solubles dans les lipides seulement. OK? Puis, il y a autres substances chimiques végétales associées à la santé, comme le bêta-carotène, c'est la couleur orange des carottes et des melons, qui sont absorbées avec les lipides. La graisse se digère lentement et ça nous empêche d'avoir faim. Donc, ça nous aide à nous soutenir jusqu'au prochain repas. OK? Les sources de gras, toutes les huiles, le beurre, les viandes, les poissons contiennent des matières grasses. Les produits laitiers en contiennent aussi, les avocats, la noix de coco. Et comme on a déjà mentionné, c'est deux formes, saturée et insaturée. Donc, question sondage, encore une fois, on va voir si vous étiez à l'écoute. Donc, ce type de gras se trouve en grande quantité dans les aliments d'origine animale, les huiles de palme et de noix de coco. Donc, quel gras s'agit-il? Donc, est-ce que c'est oméga 3, oméga 6, gras saturés, gras insaturés et gras trans? Donc, la réponse, c'est les gras saturés, donc sont solides à température ambiante. Donc, les huiles de palme et de noix de coco, c'est sûr, s'il fait 40 degrés dans votre maison, peut-être qu'ils vont être rendus liquides, mais à température ambiante, ils sont solides. Donc, ces deux huiles végétales qui font exception et qui sont hauts en gras saturés. Donc, les glucides. Donc, les glucides se trouvent dans les aliments d'origine végétale, donc les fruits, les céréales, légumineuses, sucres, et aussi dans le lait
et le yogourt. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu du lactose dans le lait. Il y a certaines personnes qui ont une intolérance, donc ils vendent maintenant du lait sans lactose. Mais c'est un glucide, donc c'est un type de sucre. Par tasse de lait, ça contient 12 grammes de glucides, 8 grammes de protéines et des quantités variables de lipides. Les glucides sont présents sous forme de sucre, d'amidon et de fibres. Donc, on voit sur la liste ici, on a le total des glucides, on a les fibres et les sucres. Les amidons ne font pas partie de la liste. Il est important de choisir des aliments qui contiennent plus de fibres et moins de sucre ajouté. Donc, encore une fois, utilisez le pourcentage à valeur quotidienne afin de vous aider à comprendre combien de sucre se trouve dans un aliment. Et n'oubliez pas la petite note en bas du tableau, 5 % au moins, c'est peu, 15 % ou plus, c'est beaucoup. OK? Donc, dans le cas du sucre, essayez de limiter la quantité. Et pour les fibres, ce sont des glucides non digestibles qui sont présents dans les végétaux. Donc, étant donné qu'ils jouent un rôle dans l'organisme tel que la constipation, combattre la constipation, ça peut aider à abaisser le taux de cholestérol sanguin. Puis aussi, ça peut vous procurer une sensation de satiété prolongée. Essayez de choisir des aliments riches en fibres. Donc, si vous regardez cette étiquette, est-ce que cet aliment contient beaucoup de sucre? Et qu'est-ce qu'il y en a pour les fibres? Donc, on peut voir, bon, il y a 0 g de fibres et il y a 22 grammes de sucre, donc c'est plus que 15 %, donc c'est quand même élevé en sucre. Donc, les glucides, c'est le carburant numéro 1 pour le corps. Donc, on en a besoin de beaucoup, de 45 à 65 % de l'apport énergétique doit provenir des glucides. Donc, les glucides ne sont pas mauvais, OK? En fait, il y a des bons glucides et c'est un élément très important d'une alimentation saine. Donc, tous les aliments glucidiques que nous mangeons sont décomposés en glucose dans notre tube digestif et notre foie. Et le glucose circule dans le sang pour fournir l'énergie à toutes les cellules. Donc, important à noter, le cerveau et les globules rouges n'utilisent que le glucose comme carburant. Donc, c'est pas les lipides, c'est pas des protéines. Donc, le cerveau, c'est quelque chose d'assez important. C'est vraiment le glucose qu'il utilise. Des petites quantités de glucides sont stockées sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles pour maintenir un niveau de glucose dans le sang d'un repas à l'autre. Et pour les exercices qui sont moins intenses, ainsi que quand nous sommes au repos, la graisse va fournir une partie de l'énergie qu'on a besoin. Okay? Cependant, une certaine quantité de glucose est toujours nécessaire lorsque les cellules utilisent la graisse comme combustible. Donc, on ne peut pas s'en sauver. Le corps aime les glucides, il en a besoin. Mais comme n'importe quel autre macronutriment, un excès, ça va être un excès calorique d'énergie, ça va porter à une accumulation de gras. Les protéines. Donc, on voit ici les protéines, on voit seulement le nombre de grammes qui est affiché, mais on ne voit pas de pourcentage de valeur quotidienne. Fait qu'on va revoir ça dans quelques instants. Donc, les protéines sont bien connues comme étant la partie structurelle de notre corps. Donc, les os, les muscles et les tendons sont tous fabriqués à partir de protéines. Il faut de l'énergie pour mettre des protéines dans la structure du corps, de sorte que les glucides sont nécessaires pour fournir de l'énergie nécessaire à la construction. Donc, oui, on a besoin des protéines pour faire la structure, mais on a besoin d'énergie. Encore une fois, les glucides. Okay? La recommandation d'apport énergétique pour les protéines, c'est de 10 à 35 %. Donc, c'est moins que
les lipides et les glucides. On entend souvent parler, OK, des protéines, plus de protéines. À la longue, si on prend un excès de protéines et que le corps est en manque de glucides, le corps va devoir fabriquer des glucides à partir de protéines. C'est vraiment mieux si on essaie de respecter les apports recommandés. Mais pourquoi que l'étiquetage d'aliments n'indique pas un pourcentage de valeur quotidienne pour les protéines? Donc, comme que les protéines sont très importantes pour une croissance normale, on a tendance à leur accorder une importance particulière. Donc, certaines personnes pensent que si un petit peu c'est bon, ben plus ça doit être meilleur. Cependant, il y a quand même une limite à la quantité de protéines que votre corps peut utiliser. OK? Donc, on parle d'environ 1,7 g par kilo de poids corporel. C'est plus ou moins le maximum que les scientifiques ont pu observer. Et ça nécessite un programme d'entraînement musculaire intensif. OK? Donc, la recommandation générale, c'est de 0,8 à 1 g par kilo de poids corporel. Donc, une personne de 53 kilos, par exemple, je vais faire en sorte que c'est facile, on va dire 1 gramme, ça va être 53 grammes. OK? Un régime alimentaire équilibré peut fournir toutes les protéines qu'une personne peut utiliser pour les tâches protéiques du corps. Ça arrive vraiment pas souvent qu'une personne n'obtient pas suffisamment de protéines. Ensuite, nous avons, j'ai oublié de changer le titre, donc c'est pas macronutriments, c'est les micronutriments, donc les vitamines et les minéraux. Donc, il s'agit de micros car nous en avons besoin, pas en grande quantité, mais sont quand même essentiels. OK? Ils remplissent certaines tâches et rôles dans l'organisme qui sont très importantes à prévenir certaines maladies, s'assurer que le fonctionnement du corps se fait comme du monde. Et encore une fois, ça ne contient pas d'énergie. Donc, afin d'expliquer un petit peu plus en détail, j'ai une vidéo à vous montrer. Donc, je vais le partager avec vous. C'est une vidéo d'environ 3 minutes. C'est parti. Bonjour, me voilà pour la dernière vidéo sur les bases de la nutrition. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la dernière catégorie de nutriments, les micronutriments. Ces nutriments sont dits micros car on les retrouve en très petite quantité dans les aliments, de l'ordre du milligramme ou microgramme. Ils regroupent 4 grandes familles, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments et les polyphénols. Attention, ils n'apportent jamais d'énergie ni de calories, par contre ils sont essentiels au bon fonctionnement du corps et on ne peut les apporter que par l'alimentation. Si ce n'est pas le cas, alors on voit apparaître des carences qui conduisent à une mauvaise santé. Après 50 ans, les risques de carence concernent plutôt les vitamines A, C, D, l'iode, le magnésium et le calcium. Mais qu'est-ce qu'une vitamine ? Ce sont des molécules organiques, il en existe 13, et elles ont chacune un rôle précis. De façon générale, il faut faire très attention à la dose que l'on consomme. Un trop faible apport peut entraîner des carences, mais un apport trop important peut devenir toxique. Il faut donc en consommer ni trop, ni trop peu. Elles sont séparées en 2 grandes familles en fonction des aliments dans lesquels on les retrouve. Les vitamines hydrosolubles et les vitamines liposolubles. Les vitamines hydrosolubles, donc C et B, apprécient l'eau. On les retrouve donc en grande quantité dans les fruits, les légumes et les céréales. Elles ne sont donc pas stockées dans le corps, donc le risque d'excès est moins important. Les vitamines liposolubles, donc A, D, E, K, apprécient les graisses. Elles sont surtout présentes dans les matières grasses végétales et animales. Ces vitamines sont stockées dans le corps et les risques d'intoxication sont donc plus élevés. Ensuite, qu'est-ce que les minéraux ? Ce sont des éléments non organiques présents dans les aliments. Par exemple, le calcium, le phosphore, le magnésium, le sodium et le potassium.
Ils ont pour rôle essentiel de participer au bon fonctionnement des cellules et à la structure du corps. Comme les vitamines, ils peuvent être source de carences, mais aussi être dangereux s'ils sont consommés en trop grande quantité. Ensuite, il y a les oligo-éléments. Ce sont des minéraux, mais présents en petite quantité dans les aliments, et les besoins humains sont assez faibles. Il y a par exemple le fer, le zinc ou encore le sélénium. Ils n'en sont pas pour autant moins importants, et sont impliqués dans un bon nombre de fonctions pour l'organisme. Pour finir, les polyphénols sont des antioxydants, c'est-à-dire qu'ils permettent à notre corps de lutter contre le vieillissement. On les retrouve en majorité dans les fruits et les légumes, comme la fraise, le litchi, le raisin, ou encore l'artichaut, le persil et les choux de Bruxelles. Voilà, c'est tout pour cette fois, et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ça, c'était les vitamines et les minéraux. Donc, en général, choisir une variété d'aliments riches en nutriments, donc plein de couleurs différentes, une grande variété, ça va aider à vous assurer d'obtenir tout ce que vous avez besoin. Donc, maintenant, on rentre dans les besoins énergétiques. Donc, on parle les calories équilibrées. Donc, ça fait plus l'emphase sur la valeur énergétique, donc les calories. Donc, on va faire une petite activité pour vous aider à estimer vos besoins énergétiques. OK? Donc, c'est sûr que c'est une estimation très rapide, facile, qui peut vous donner une idée, un estimé de votre dépense énergétique quotidienne au repos. OK? Puis, par la suite, on peut rajouter l'élément d'activité. OK? Donc, il existe plusieurs autres équations. OK? Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais encore une fois, là, c'est juste pour vous donner une idée grosso modo, de vos besoins énergétiques quotidiennes. Donc, votre métabolisme de base représente la plus grande partie de votre besoin énergétique quotidienne. Donc, ça, c'est vraiment l'énergie que vous avez besoin pour le fonctionnement des organes, du cerveau, etc. OK? Coucher sans rien faire. OK? Il n'y a aucun élément d'activité. Donc, on peut voir, on utilise le poids en kilos. Si vous connaissez seulement votre poids en livres, divisez-le par 2,2 pour l'obtenir en kilos. Pour les hommes, on va multiplier par 24. Et pour les femmes, on va multiplier le poids par 22. Donc, on va ici afficher à l'écran un exemple pour chaque cas. Donc, je vous donne quelques instants afin de l'essayer par vous-même. Donc, encore une fois, si vous connaissez juste votre poids en livres, divisez-le par 2,2. Ça va vous le donner en kilos et par la suite, vous pouvez utiliser l'équation. Alors, c'est sûr que votre numéro est probablement différent que mon exemple ici. Donc, maintenant que nous avons estimé la valeur du métabolisme de base, donc vraiment, encore une fois, c'est l'énergie que vous avez besoin pour les fonctions de base de votre corps, nous allons maintenant le multiplier par le facteur d'activité physique. Donc, vos activités quotidiennes constituent la partie la plus variable de vos besoins énergétiques. Donc, d'un jour à l'autre, c'est une fin de semaine, vous avez peut-être une journée très sédentaire, où vous êtes assis la majorité de la journée, vous avez peut-être écouté des films, pas fait grand-chose, versus que le lendemain, vous avez fait une randonnée de 2 heures. En plus du vélo. OK? Fait qu'on peut voir d'un jour à l'autre, là, ça peut varier quand même beaucoup. Mais pour cette activité, prenez vraiment votre niveau d'activité
en général, OK? Donc, ça peut être divisé en catégories selon la quantité de travail musculaire que vous faites dans une journée. Donc, il y a sédentaire, léger, modéré et élevé. Et noté sur le tableau, c'est divisé encore une fois pour les hommes et les femmes. Donc, sédentaire, vous êtes assis la plupart du temps. Vous pouvez être debout sans bouger dans le cadre de vos tâches professionnelles ou de vos activités domestiques. OK? Léger, vous vous déplacez parfois. Vous pouvez rester assis pendant 7 heures, rester debout pendant 5 heures, marcher pendant 2 heures et passer 2 heures en activité physique légère. OK? Modéré, vous pouvez faire un exercice intentionnel, par exemple 1 heure de marche rapide ou courir 5 fois par semaine, où votre travail et vos tâches quotidiennes exigent un certain effort physique. Et élevé, votre travail exige beaucoup de travail physique, notamment le transport de charges lourdes, et vous faites des exercices d'intensité vigoureuse et prolongée. Donc, selon ça, essayez de choisir le facteur d'activité que vous croyez ressemble plus à vous, à vos activités au quotidien. Et vous allez prendre le métabolisme de base que vous avez calculé dans la première étape et le multiplier par le facteur. Donc, dans l'exemple, on avait 1320 calories pour le métabolisme de base et on le multiplie, mettons, si on fait, si je suis une femme et puis l'intensité d'exercice est léger, on va le multiplier par 1,5 qui va me donner environ 1980 calories par jour. Donc, c'est très proche du 2000 qu'on utilise pour le tableau de valeur nutritive. Par contre, si quelqu'un a un numéro beaucoup plus élevé, bon ben, c'est sûr que ça va être différent. Donc, j'espère que ça vous aide à vous donner une idée par rapport à la quantité d'énergie que vous devriez consommer par jour. Donc, ici, on a le nouveau guide alimentaire canadien. Ça simplifie l'alimentation saine afin de s'assurer qu'on obtient les nutriments qu'on a besoin en recommandant que chaque repas et collation soit composé de la moitié de légumes et de fruits, un quart d'aliments protéinés d'origine soit animale ou végétale et un quart de grains entiers et de l'eau de préférence comme boisson. Donc, tout ça en tenant compte des portions indiquées par l'ancien guide alimentaire. Et puis, notez que si votre besoin énergétique est plus élevé, OK, les proportions recommandées vont demeurer pareilles. Donc, ça va être quand même une demi-portion de fruits et légumes, un quart aliments protéinés, un quart de grains entiers. Par contre, ça va être le volume qui va vraiment changer. Donc, la quantité totale. Donc, pour les légumes et les fruits, essayez de faire que la moitié de votre assiette soit composée de ceux-ci. Prévoyez les fruits et légumes dans vos repas et les collations. OK? Si on oublie de les inclure dans les collations, ça va être difficile à rejoindre les apports recommandés. Essayez de choisir différentes textures, de couleurs et de formes selon vos goûts. Notez que les fruits et les légumes frais, surgelés ou en conserve peuvent tout être des options saines. Fait que c'est pas parce que c'est un aliment gelé que c'est pas bon. OK? C'est quand même très nutritif. Et essayez de choisir des légumes et des fruits entiers ou coupés plutôt que du jus. OK? Donc, du jus, il n'y a probablement pas de fibres là-dedans. Donc, si on mange un fruit avec la pelure, on va pouvoir retirer plus de fibres. Donc, il y a plus d'avantages à ça. Et puis, manger une variété de fruits et légumes pour réduire votre risque de maladie cardiaque. Donc, on voit ici à l'image les portions indiquées au bas de l'image et quelques exemples affichés. Donc, les produits céréaliers, donc, qui contiennent des nutriments importants tels que les fibres, les vitamines et les minéraux. OK? Les aliments à grains entiers contiennent plus de fibres que les grains raffinés. OK? Donc, essayez de choisir les grains entiers quand c'est possible.
Et essayez de manger des aliments riches en fibres, car ça peut contribuer à la réduction de risque d'accident vasculaire cérébral, de cancer du côlon, de maladies cardiaques et de diabète de type 2. Profitez d'une variété d'aliments à base de céréales complètes, tels que le quinoa, les pâtes complètes, le pain complet, l'avoine, le gruyot, le riz brun ou sauvage. Donc, souvent, on voit à l'épicerie, on va voir grains entiers versus, mon Dieu, le nom me manque, là. Bon, ça pour dire qu'un grain entier, ça veut dire que toutes les portions du grain sont intactes. C'est grain entier versus blé entier, excusez-moi. Donc, ça ne veut pas dire la même chose. Ça porte souvent à confusion. On va voir blé entier écrit partout, mais ça n'a pas nécessairement tous les composants. Donc, de préférence, les grains entiers. Et quand c'est pas possible, bon, ben, du blé entier, c'est bon aussi. Les aliments protéinés. Donc, choisir plus souvent des aliments protéinés qui proviennent des plantes. OK? Donc, les aliments protéiques d'origine végétale peuvent fournir plus de fibres et moins de gras saturés que les autres types d'aliments. Donc, si on prend des fèves versus un morceau de steak, bon, ben, il n'y aura pas vraiment de gras saturés dans les fèves versus dans le steak, il va y en avoir, étant donné que sont tous les deux des très bonnes sources de protéines. OK? Essayez des méthodes de cuisson qui utilisent peu ou pas de gras saturés ajoutés. Donc, il s'agit notamment de méthodes telles que la cuisson au four, le grillage, rôtir et le pochage. Donc, on va rentrer dans la dernière section ici, la modération. Donc, toujours penser à maintenir un bon équilibre. Donc, les sucreries et les autres aliments, OK? Donc, essayez de limiter les aliments hautement transformés, OK? Donc, quand on choisit des aliments, essayez de faire en sorte que les calories comptent, OK? Et que vous évitez de vous charger de calories vides. Donc, essayez de consommer des aliments qui appartiennent au groupe alimentaire, qui sont riches en nutriments et bons pour la santé. OK? Donc, quelques exemples de boissons riches en calories. Ça peut être, bon, un café latte avec de la crème fouettée puis un sirop ajouté. Ça peut être des pâtisseries, gâteaux, biscuits, crème glacée, etc. Bon, la liste est très grande. Donc, ces aliments offrent des calories vides car leur consommation ne présente aucun avantage pour la santé, mais ils peuvent nous apporter un certain plaisir et une satisfaction. Donc, oui, on peut encore en profiter, mais il ne faut pas exagérer. Donc, si c'est bon, une coupe de biscuits après souper, mais pas toute la boîte de biscuits, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment de rechercher cet équilibre. La caféine. Donc, on trouve la caféine dans plusieurs choses. Donc, le café, le thé, les colas, les boissons énergisantes. Il y a aussi des eaux énergisantes, des gels et des bars avec de la caféine. Donc, la caféine, c'est une substance qui stimule le système nerveux central et qui a des effets sur presque tous les appareils et systèmes du corps. Donc, j'ai une autre vidéo à partager avec vous, celui-ci d'environ 5 minutes. Trop de caféine, vous le savez, c'est malsain. Et là, avec notre consommation de boissons énergisantes qui augmente, il faut être prudent. Le marketing qui entoure actuellement les boissons énergisantes est très puissant.
Les jeunes se sentent concernés et ils ont tendance à vouloir faire comme ils voient et donc acheter des boissons énergisantes pour faire du sport, par exemple, ce qui est vraiment pas l'idéal. Les boissons énergisantes ont le vent dans les voiles. En 2011, leurs ventes ont grimpé de 17 % aux États-Unis seulement. C'est un marché de 9 milliards de dollars. Santé Canada a reçu au cours de la dernière décennie 86 signalements pour des effets indésirables liés à la consommation de boissons énergisantes. Parmi eux, 3 décès. Ces boissons ne sont pas banales et leur consommation n'est pas sans conséquences. Pas idéal non plus de mélanger ces boissons à de l'alcool. Il y a un marketing qui se fait à ce niveau-là. C'est vraiment écrit sur la boisson énergisante, ne pas mélanger avec l'alcool. Donc, vous allez dans un bar, ils annoncent partout le mélange. Il y a un petit bouton dans leur caisse enregistreuse pour le mélange qui est déjà codé. Une façon de faire à laquelle le gouvernement entend mettre fin. Un mélange explosif et dangereux. Beaucoup de caféine et l'alcool. Tu bois de l'alcool, tu es un peu grise, un petit peu pompette, et la caféine va cacher les effets de l'alcool. Donc, tu te sens en pleine forme. Tu prends ta voiture, mais tu as les facultés affaiblies. Tu ne te rends pas compte que tu réagis plus doucement, etc. Jusqu'à aujourd'hui, il était difficile de connaître la quantité exacte de caféine absorbée dans une journée, les teneurs étant le plus souvent absentes des contenants. Une réglementation fédérale oblige maintenant les fabricants à indiquer la teneur en caféine sur les contenants de boissons énergisantes, en plus de limiter la dose. La nouvelle norme qui devrait être appliquée par tout le monde d'ici décembre 2013, c'est qu'il devrait y avoir maximum 180 mg de caféine dans 500 ml dans une boisson énergisante. Même avec la nouvelle législation, un format d'1 litre contient presque la dose maximale quotidienne. Donc là, vous êtes une adulte, en pleine santé. Donc les doses qui sont recommandées, maximum par jour, c'est 400 mg de caféine. Okay. C'est l'équivalence, grosso modo, de 4 tasses de café. Fait à souligner, les formats shooters sont exclus de ces dispositions. Pourtant, avec leur teneur en caféine supérieure à 200 mg, il est facile de dépasser la dose maximale recommandée. La caféine, c'est une molécule active. Toutes les molécules actives, à une certaine concentration, il y a des effets bénéfiques. On a la mémoire qui frétille un petit peu mieux, on a du sommeil plus court, mais on se sent bien. Donc c'est sûr qu'à petite dose, ça va pas mal. Mais après, donc, on a des effets secondaires qui peuvent être des effets secondaires qui sont embêtants, handicapants et parfois mortels. Les gens vont devenir irritables, vont être agités, avoir des palpitations, des soubresauts musculaires, la paupière qui titille, des petits muscles qui bougent tout seuls, des choses comme ça. Ça peut être dû au fait qu'ils ont une intoxication chronique qu'on parle à la caféine, qui est le caféinisme. Il y a une accoutumance à la caféine, puis une dépendance à la caféine. Les gens qui boivent du café vont consommer du café. Puis les grands consommateurs de café, quand ils arrêtent de boire du café, il y a un syndrome de sevrage, comme avec la drogue. Donc ils prennent des maux de tête épouvantables, ils prennent mal aux muscles, aux articulations, ils prennent mal au ventre. Donc il y a une accoutumance et une dépendance. Un exemple simple, les gens qui se réveillent le matin, ils ont mal à la tête, ils sont fatigués, ils ont de la misère à se concentrer, ils prennent leur café, oups, tout va bien. Bien, en fait, cette personne-là est en syndrome de sevrage. Et la caféine s'élimine très lentement. La caféine, elle a une demi-vie de 4 à 6 heures environ. Donc, une demi-vie, ça veut dire que si je prends 100 mg de caféine, dans 4 à 6 heures, il va me rester dans mon système 50 mg. 4 à 6 heures plus tard, il va me rester 25 mg. 4 à 6 heures plus tard, il va me rester 12,5 mg. Donc, une dose, par exemple, d'une boisson énergisante pourrait prendre jusqu'à 24 heures pour s'éliminer complètement de notre système. C'est donc facile d'accumuler la caféine sans trop s'en rendre compte. Une crème glacée au chocolat, un thé chai, une tablette de chocolat. Ajoutez-y le gros café du matin et vous dépassez déjà la dose maximale recommandée. Et si vous avez mal à la tête, attention! Ce comprimé de Tylenol Soulagement Ultra ou ces 2 comprimés de Midol contiennent une bonne dose de caféine. Même les jeunes enfants peuvent absorber trop de caféine. La limite est de 2,5 mg par kilo de poids. Pour un enfant de 4 à 6 ans, on parle donc de 42 mg de caféine maximum. J'imagine mal un enfant de 4 ans en train de prendre sa tasse de café. Donc, son apport en caféine vient d'où à ce moment-là? Ouais, les sources de caféine sont multiples. On en retrouve dans le chocolat, les friandises, les boissons gazeuses, bref, qui peuvent contenir de la caféine. Donc oui, un jeune enfant peut en consommer. Bref, la prudence est de mise quant à notre consommation quotidienne de caféine. Et on a avantage à utiliser les quelques outils qui apparaissent pour nous aider. Si les gens
lisent les étiquettes, ça va les aider à faire un meilleur choix. Mais c'est pas tout le monde qui lise les étiquettes. Prendriez-vous un petit café? Merci, mais je vais prendre une bonne bouteille d'eau. C'était la vidéo sur la caféine. Donc, essayez de vous assurer de lire les étiquettes, prendre note du contenu de caféine dans certains produits parce que ça peut prendre très peu, puis on est en excès de la quantité recommandée par jour qui est de moins de 400 mg. Donc, pour qu'est-ce qu'il y en est pour la quantité, on voit que c'est environ 3 tasses de café. Il faut prendre en note le volume, bien sûr. Donc, une tasse qui égale à 8 onces ou 237 millilitres. Donc, ça peut très bien que ça soit 2 cafés moyens. Chez Tim Hortons, ça serait près du total recommandé par jour. Quand je dis total recommandé, c'est vraiment le maximum. Fait que c'est en bas de 400 mg. Donc, on a une petite image ici avec juste prendre en note les différents aliments qui peuvent contenir de la caféine, du chocolat, bien sûr des comprimés de caféine, des boissons gazeuses, boissons énergisantes, du café, puis même du décaf, ça a un petit peu de caféine dedans. Donc, l'alcool, c'est une autre chose qu'on devrait consommer en modération. Donc, les directives de consommation d'alcool à faible risque, on parle de 0 à 2 consommations pour les femmes et de 0 à 3 consommations pour les hommes par occasion. Pour les hommes, c'est pas plus de 15 consommations par semaine et les femmes, c'est 10. Et essayez de passer 1 heure entre chaque verre. C'est pas indiqué sur cette diapo, mais c'est aussi essayer de ne pas consommer à tous les jours. Prenez au moins une journée de pause entre chaque jour que vous consommez. Je vais partager avec vous quelques documents concernant les directives de consommation d'alcool à faible risque. Et si vous posez la question, mais c'est quoi un verre? OK? Donc, encore une fois, pour le volume, on regarde une bière, c'est 12 onces. Un cidre cooler, c'est la même chose, 12 onces. Un verre de vin, c'est 5 onces. Parfois, on va être au restaurant, on va voir des formats 6 onces ou 9 onces. Fait que c'est pas parce que c'est un verre que c'est juste un verre. Ça se peut très bien qu'un verre que vous prenez, c'est une portion et demie. OK? Et les spiritueux, on regarde à 1,5 onces. Il faut noter que l'alcool peut vous détourner de vos objectifs. OK? Donc, si vous regardez votre alimentation, vous faites attention aux calories, etc., méfiez-vous. OK? Il y a des calories cachées dans l'alcool. Puis, ça peut porter une augmentation de l'apport alimentaire. OK? Donc, tous les types d'alcool contiennent des calories. OK? Donc, c'est 1 gramme d'alcool, c'est 7 calories. Fait que c'est quand même élevé quand on pense que les lipides, c'est 9 calories par gramme et les protéines et les glucides, c'est 4 calories. Donc, l'alcool peut affecter votre volonté et vos inhibitions. Donc, c'est de cette façon que ça peut vous porter à trop manger. Donc, on voit ici une image très typique, burger, frites, une bière avec ça. Donc, ça peut aller très vite que, OK, bon, ben ça, c'était bon, on va en commander plus ou parfois des chips avec ça. Donc, c'est sûrement quelque chose à garder en tête. Mais encore une fois, la modération, c'est vraiment la meilleure façon. Donc, en résumé, l'excès dans n'importe quel macronutriment peut causer une accumulation de gras. OK? Donc, essayez de respecter les apports adéquats afin de vous assurer d'avoir tout ce que vous avez besoin, ainsi qu'avoir un bon équilibre. Donc, pas juste des glucides ou pas juste des protéines. Donc, essayez de respecter le guide alimentaire canadien. Ça va vous aider à faire les meilleurs choix.
Et puis, la modération a bien meilleur goût, donc faire attention aux produits transformés, la caféine, l'alcool. Et on n'en a pas parlé en détail, mais le sodium, c'en est un autre qu'on devrait faire attention. Donc, une dernière question sondage, donc afin pour les statistiques. Si vous pouvez la répondre, ça serait bien approprié. Donc, j'estime que je peux mettre en pratique ce que j'ai appris aujourd'hui dans la vie quotidienne. Et puis, j'ai aussi quelques ressources pour vous. Donc, oui, c'est inscrit à la diapositive, mais je vais aussi les partager avec vous. Vous pouvez télécharger les documents. Donc, les documents contiennent les sites web. Donc, si vous voulez les visiter à un moment, vous pouvez prendre le temps pour le faire. Donc, on a des idées de repas et collations. On a des informations, des outils créés par les diététistes du Canada, des boîtes à outils pour la planification de repas. Donc, il y a aussi le guide alimentaire canadien. Donc, il y a beaucoup d'informations sur ces sites web. Et bien sûr, il y a aussi autres ressources telles que le programme d'aide aux membres des Forces canadiennes. Donc, quelques numéros de téléphone si vous avez besoin de support. Donc, j'ai aussi joint cette liste dans les documents que j'ai partagés avec vous. Et vous pouvez nous contacter si jamais vous avez des questions. Présentement, on utilise une adresse courriel Gmail. Et puis, notre adresse courriel des forces, on la vérifie parfois, mais puisque nous ne sommes pas de retour au bureau temps plein en ce moment, l'adresse Gmail serait préférable. Puis, nous avons aussi notre site web. Puis aussi, continuer à vérifier notre page Facebook PSP Ottawa. On a des petites chroniques nutrition qui s'en viennent dans le mois d'août. Des outils pratiques pour vous aider à retourner à la routine. Donc, je vous remercie beaucoup de vous être joindre à moi aujourd'hui. Passez une belle journée. Je vais rester en ligne quelques instants encore si vous avez d'autres questions. Et à la prochaine!